Bonjour à tous, merci de votre attention pour la prochaine heure. Donc je vais faire comme Patrick, je n'ai pas une slide sur moi, mais je vais vous décrire un petit peu peut-être ce que je fais. Donc je suis à Google depuis quelques années maintenant aux États-Unis. J'ai un background ingénieur, donc j'ai commencé à IBM à faire de la recherche sur les serveurs web à l'époque où c'était sexy. Puis ensuite j'ai voulu faire l'expérience startup. Et puis finalement, je me suis retrouvé à Google, où je suis passé du côté obscur, on pourrait dire, puisque je me suis retrouvé dans les ventes. Mais moi-même, mon équipe et moi-même représentons la partie technique des ventes. Donc, on doit mettre des chemises, mais on fait du code et on fait des présentations techniques, peut-être pas ce genre de présentation, un peu plus haut niveau, mais voilà en général ce qu'on fait. Voilà à peu près ce que je fais. Donc, passons Voyons maintenant ce qu'on va faire pendant la prochaine heure. Tout d'abord, si on ne m'a pas menti, on va parler de gadgets, d'où Inspecteur Gadget, c'est très marrant. Je vais essayer de vous montrer beaucoup d'exemples, je vais essayer de passer de temps en temps à du vrai code. Si ça ne vous intéresse pas, vous baillez, etc. Et je passerai plutôt à des snapshots. Mais je pense que c'est le côté le plus intéressant finalement, c'est d'écrire un petit peu de code. C'est une introduction, je rappelle. L'API est très très riche. Donc le but, c'est, je vais pas coder pendant une heure un gadget, mais mon but à la fin de cette présentation, c'est que vous vous disiez, ouais bon, ça va, je pense qu'en 30 secondes maintenant, je suis prêt à écrire mon premier gadget qui dit bonjour, hello world. Donc ensuite, comme je disais, l'API de Google Gadgets est très très riche. Il y a beaucoup d'exemples de toute façon, une documentation abondante. Donc je vais faire une démo assez rapide de la création, mais je vais revenir sur quelques points que je pense intéressants. Ce sont un petit peu les morceaux choisis, je dirais, dans la partie technique, et je reviendrai sur, je crois, 4 ou 5 techniques de programmation qui mettent en œuvre certaines caractéristiques de l'API Gadget. Et enfin, je suis sûr que tout le monde va me dire de me presser, on passera aux questions. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez, mais le problème c'est qu'à la fin, on risque d'être un petit peu short. Donc, gadgets. Donc, qu'est-ce que sont les gadgets? Les gadgets sont finalement un petit peu tout ce qu'on veut. Si vous avez déjà écrit une page web, c'est à peu près un gadget. C'est juste que pour la diffuser, il vous faut un site web. Les Google Gadgets vous permettent, premièrement, vous donnent une architecture une architecture consistante. Open source aussi, c'est quand même intéressant, ça utilise des standards. C'est en gros des HTML, JavaScript, HTML. J'en parlais un petit peu, on peut aussi faire du Flash, donc c'est intéressant. Si vous êtes un développeur Flash, moi je ne le suis pas, mais si vous êtes un développeur Flash et vous avez déjà créé des mini-applications, très simple de les encapsuler dans cette enveloppe, je dirais, XML. Et donc c'est simple. Et je crois que c'était Mats qui disait maintenant Google est devenu le site le plus visité du monde. Donc on a un annuaire de gadgets très visité aussi, donc c'est une manière pour vous de distribuer vos applications très rapide. Et potentiellement, vous mettez vos applications à la portée de millions d'utilisateurs. Donc c'est plutôt sympathique. Donc quelques gadgets, je pense, je ne sais pas, peut-être vous en avez déjà vu quelques-uns. Ça peut être très varié, comme vous le voyez, très simple. Tout en haut, là-bas au milieu, c'est un horoscope. On en reparlera un petit peu plus tard. Google Earth et Google Maps, tous les deux peuvent être, Google Maps, pardon, là-haut, peut être encapsulé très simplement. Un petit jeu ici en Flash, Pac-Man. Donc vous voyez le genre de choses qu'on peut faire. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que certains, comme Maps là-haut, est-ce qu'il y a, oui, les stocks au milieu, etc., sont développés par Google, mais les autres sont développés par des développeurs indépendants finalement. Donc, un des gros intérêts est la distribution. J'insiste vraiment sur ça, parce qu'après avoir développé votre DHTML et avoir sué sur du JavaScript, c'est quand même sympa d'avoir beaucoup de gens qui utilisent votre application. L'intérêt d'écrire un Google Gadget, c'est que ça peut pratiquement marcher partout, plus ou moins dans les deux avant-derniers, macOS X Dashboard et Windows Vista. Pour macOS X, il faut une petite application, mais en général, ça marche plutôt bien dans tout ça. Donc je vais commencer à vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble dans ces environnements. Oups.
Donc avec Google, mais en fait, j'avais un snapshot, mais je me suis dit pourquoi le montrer dans un snapshot quand on peut finalement... ça marche. Donc voilà, finalement c'est iGoogle, c'est exactement la même chose que le snapshot, sauf que c'est à jour. Voilà. Un des intérêts de iGoogle, auparavant ça s'appelait, je crois, page de démarrage personnalisée, ou quelque chose comme ça, PSPs. Maintenant, on a renommé ceci iGoogle. Un des intérêts, premièrement, c'est très simple d'ajouter des gadgets avec iGoogle. En fait, les deux équipes travaillent ensemble. Et la deuxième partie sympathique, c'est qu'on peut créer des onglets ici, comme vous le voyez. Donc, c'est finalement des environnements de travail avec les gadgets associés à chaque environnement. Donc, pour l'instant, voilà ma homepage. Donc, intéressant de savoir le stock quote, le temps à Nice, Paris et New York, puisque je suis un petit peu entre les trois. Je ne connais pas du tout Paris, donc j'ai besoin d'une carte pour venir jusqu'ici. Et puis les nouvelles françaises, toujours intéressant quand même. Voilà donc un exemple dans iGoogle. Est-ce qu'il y en a déjà dans la salle qui utilisent iGoogle, au fait, ou est-ce que c'est totalement nouveau? 30% au moins. Ok. Donc voilà, si vous avez jamais regardé, c'est un petit peu un portail. On peut faire des choses bien. Vous pouvez déplacer, regardez, c'est très sympathique. Vous pouvez réarranger vos environnements, vous pouvez ajouter une table, etc. Bon, enfin, sympathique. Ok, où est-ce qu'elle est ma table? Ok, elle y est. Oui, il n'y a rien du tout. Retour à la présentation. Je disais aussi, ça peut tout bêtement se mettre sur un site web. Alors là, on a Blogger, en fait. Blogger est tout simplement un site web, très facile aussi. Finalement, c'est un petit peu de HTML, JavaScript qu'il faut insérer dans votre page. Là, il y a quelque chose sur lequel je voulais attirer votre attention. On ne voit pas très bien, malheureusement. Mais en dessous des gadgets, vous voyez des petits icônes. En fait, ça veut dire, c'est une croix marquée plus Google. Et c'est un moyen très puissant pour distribuer vos applications. Donc, quand vous faites un gadget, envoyez-le à vos amis, évidemment. Mettez-le sur votre page web. Ajoutez aussi ces petits boutons. On y reviendra plus tard. Google Desktop. Ça, c'est purement un snapshot, puisque je n'ai pas de PC, mais apparemment, ça marche très bien. Mac OS X, donc voilà ce que je disais. C'est pas grave. Mac OS X, donc là, c'est un petit peu un patchwork d'applications, de gadgets natifs et de Google Gadgets. Vous reconnaissez le Pac-Man là-haut. En bas, la calculatrice, clairement, est native. Mais c'est plutôt sympathique. On peut utiliser les deux presque de manière transparente l'un avec l'autre. Le serveur d'application d'IBM, WebSphere, donc je suppose que vous en avez, certains d'entre vous peut-être doivent développer des applications sous WebSphere. Donc WebSphere, je ne suis pas expert, mais en gros ils ont un système de portlet et IBM a développé une portlet qui permet d'encapsuler des gadgets Google. Donc très simple, vous développez votre gadget, il marche sous WebSphere, sans rien faire. Donc voilà, là c'est magnifique, grande image, tout plein de gadgets pour vraiment montrer que finalement un gadget c'est absolument ce que vous voulez. On essaye de vous donner les briques, mais ensuite c'est votre créativité qui est mise à l'épreuve. Tout à l'heure on a vu un horoscope, surprenamment, enfin bon, en tout cas ça m'a surpris. C'est un gadget très simple, il n'affiche que du texte, un petit icône. C'est un de nos gadgets les plus populaires. Donc quelque chose de bon, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est un de nos gadgets, il est vraiment très populaire. Peut-être parce que c'est le premier, mais énormément de sites, énormément de trafic maintenant sur tarot.com. Donc c'est bon à savoir. Facebook, alors Facebook, je ne sais pas si ça existe en France, c'est un peu l'équivalent, je crois, il y a Copains d'avant, c'est ça, Copains d'avant. Copains d'avant, c'est donc un site où vous retrouvez vos copains d'enfance, etc. Mais ce que je voulais, il y a un petit détail sympathique ici, c'est que finalement, regardez, la personne est logged in, d'accord, est authentifiée. Donc, là, elle voit de suite ses emails, etc. Donc, premièrement, si vous utilisez la méthode d'authentification des Google Accounts, c'est tout à fait intégré avec les gadgets. Donc, vous pouvez réutiliser le fait que la personne, je ne sais pas, elle ait accès à ses Gmail, à ses news avec le reader qu'a présenté Patrick. Mais aussi, si par exemple, vous avez une authentification très simple, par exemple, ça passe juste un ID, un password dans l'URL,
très facile de passer ces paramètres, quand généralement on passe sur une URL, très facile de les passer au gadget. Il y aura un exemple un peu plus loin. Ça va, je suis bon dans le temps? Ok. Bon, désolé, je sais que je suis passé du côté des ventes, donc il fallait quand même un graphe dans mon PowerPoint. Donc, classique Google style, pas d'axe désordonné, donc pour des raisons de confidentialité. Mais ce que je voulais quand même attirer votre attention sur 800 millions de gadgets vus par semaine vers la mi-janvier 2007, et la courbe continue de croître. Quand on m'a donné ce nombre, on m'a écrit 800M, j'ai demandé si on voulait dire 800 000 ou 800 millions, j'étais vraiment pas sûr. Donc 800 millions de gadgets vus par semaine sur notre annuaire, c'est quand même assez énorme. Bon allez, voilà, assez rigolé, maintenant du code. Hein. On est là pour développer. Donc voilà en gros maintenant, de manière concrète, comment se présente un gadget. Donc il est un petit peu plus compliqué que les 3 lignes que je vous ai montré auparavant. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est un fichier XML, tout simple, avec quelques sections. En fait, il peut y en avoir plus, mais je vais pour l'instant parler de celle-ci. La première, assez simple finalement, c'est le metadata du gadget, la déclaration du gadget si vous voulez. Je n'ai pas besoin d'aller dans le détail, elles sont assez explicites. Très importante quand vous soumettez votre gadget à l'annuaire. Pourquoi? Parce que ce sont ces métadatas que nous utilisons quand les personnes font des recherches. Donc, plutôt sympathique. Rajouter des détails à propos de l'auteur, puisque c'est comme ça que vous faites partie ensuite des auteurs que nous listons sur les pages de Google, les plus productifs en tout cas. Deuxième section, les préférences utilisateurs. D'ailleurs, en haut, il y avait un petit snapshot de comment ces métadatas sont représentés. Intéressant donc, pour vous donner une meilleure idée. La partie préférences utilisateurs, assez simple aussi, finalement. Vous pouvez spécifier donc un nom. Le nom, ça sera le nom avec lequel vous pouvez accéder à la valeur typée de cette variable. Vous spécifiez un data type, très important puisque ça va influencer la manière dans laquelle la préférence utilisateur sera affichée. Donc par exemple, comme vous voyez à droite, un simple texte sera une textbox, une checkbox sera, comme on peut y attendre, et liste. Ah oui, il y a liste, mais il y a aussi une énumération, je ne l'ai pas ici, je vous montrerai si j'ai un exemple avec une énumération. Donc là, une liste, tout simplement, vous ajoutez, vous pouvez effacer de cette liste en cliquant sur le petit X. Vous avez aussi des drop-downs, donc vous pouvez spécifier, si par exemple vous voulez choisir A, B, C, vous pouvez forcer les choix de l'utilisateur. Et enfin, la section en rouge, pardon, je vais prendre un petit peu d'eau. Et donc la section rouge, c'est finalement la définition de votre gadget, c'est là où on met tout le code qui va représenter le gadget. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Donc, où est-ce qu'on le trouve? Donc, vous voyez, quand le type de contenu, ici, on définit du HTML. Donc, c'est un CData et vous pouvez y aller, vous mettez votre JavaScript, vos CSS, du HTML, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dans cet élément content. Il y a 2 autres types intéressants. Le premier, c'est le type URL. Donc celui-ci est extrêmement utilisé. Ça, c'est très très bien pour hacker, pour faire une preuve, pour jouer un petit peu. L'URL est sympathique puisque vous spécifiez une URL et ensuite vous ajoutez l'URL de l'HTML, du code source que vous voulez afficher dans votre gadget. Donc ça, c'est sympathique puisque finalement, vous n'avez plus besoin de republier votre gadget. D'accord? Vous modifiez l'HTML qui réside à la destination. Comprenez cette histoire, c'est assez simple. Et le deuxième, c'est l'inline HTML. Alors celui-ci, il est un petit peu plus compliqué. Tout gadget est finalement affiché dans une iframe, donc indépendant de la page HTML qui l'héberge. Donc pas moyen d'interagir avec l'HTML, c'est voulu, c'est par design. Mais on a la version inline HTML, et alors là, d'un seul coup, votre gadget devient partie intégrante de la DOM du document. Donc ça peut être utile. Est-ce que quelqu'un peut trouver une utilisation, par exemple, à l'inline HTML? La communication entre gadgets. Il connaissait la question. Bon. Ok. Je l'avais ramené. Merci. On va faire de la pub pour mon bureau.
Bravo, c'était l'utilisation, c'est une des utilisations les plus fréquentes, oui. En autorisant une HTML pour la communication entre les gadgets, comment vous assurez la sécurité des données d'un gadget? Ah. On va la garder pour les questions, sinon je ne vais pas réussir à tenir le temps. Ok, donc voilà à peu près pour les types de gadgets qu'on peut avoir. Je reviens un petit peu sur les préférences utilisateurs. Je ne vais pas continuer à en reparler. Est-ce qu'on a une liste là? Oui, voilà, on a des listes là-haut, enfin des énumérations, des menus déroulants même. Donc voilà à peu près nos préférences utilisateurs. Donc aucun code à écrire, hein, juste vous le déclarez, on se charge du reste. Vous aurez ensuite des méthodes de l'API pour récupérer ces données évidemment. Mais un petit hack, on pourrait presque dire, il y a un type caché, hidden, un type caché pour pouvoir par exemple sauver des états. Par exemple, vous pouvez sauver des états de votre gadget, vous pouvez faire un compteur ou ce genre de choses. L'avantage d'un gadget caché, c'est qu'il ne sera jamais affiché forcément, mais il ne sera, je dirais forcément, il ne sera jamais modifié par votre utilisateur. Seul vous en avez connaissance. Donc ça peut être sympathique. Je crois que j'ai un exemple d'ailleurs qui utilise le mode hidden des préférences utilisateurs. Donc voilà, c'était une introduction, je pense, assez complète. Donc maintenant, on va passer à... Il y a vraiment des tonnes d'exemples. Si j'ai le temps, je vous montrerai un petit peu l'annuaire des gadgets. Documentation, exemple, vous pouvez vous lâcher. Donc voilà, initialement, j'avais une petite idée de gadget. Je voulais juste afficher Hello World. Hein. Et puis après, on le modifie un tout petit peu. Donc ça m'aurait pris 5 minutes, j'allais lancer mon Emacs, etc. Mais en fait, il y a l'équipe de iGoogle, l'équipe des gadgets qui me dit « Ah non, mais pourquoi tu veux faire ça ?» On a en fait un petit outil qu'on a mis en place. Donc finalement, ce qui devait prendre 5 minutes va, je pense, 30 secondes, mais on va un petit peu jouer ensuite. Donc il va falloir que j'aille sur le browser. Et ce qu'ils appellent le Scratchpad, ou en français le bloc-notes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est plutôt sympathique, parce que débugger du JavaScript, etc., ça peut être lourd, puisqu'à chaque fois, il faut republier votre gadget, le réajouter à votre iGoogle ou à votre page web, donc ça demandait un petit peu de manipulation. Donc maintenant, voilà, vous pouvez tout bêtement publier votre gadget ici. Donc celui-là affiché Hello World, et on va dire, tiens, on va l'afficher en gras. Preview. Magnifique. Donc, tout le monde, enfin, à Google, tout le monde utilise cet outil dès qu'on doit faire des petites démos de gadgets. Il est très puissant. Bon, il a des limitations, évidemment. On ne peut pas mettre de préférences utilisateurs, etc., etc. Mais il marche plutôt très bien. D'ailleurs, à un moment, si je trouve un code de gadget dans cette démonstration, là, on l'ajoutera là-dedans et vous verrez un petit peu le résultat. Laissez-moi copier-coller ce code et on va rajouter des préférences utilisateurs puisque je vous ai montré comment les ajouter, mais je ne vous ai pas montré comment les lire. Donc, où est-ce qu'il est mon Emacs? Voilà. Les fonts ne sont pas terribles. Vous arrivez à peu près à lire? Ok, pour l'instant, de toute façon, ça ne fait pas vraiment grand-chose. Donc, on va rajouter... On va changer le nom. On va rajouter des préférences utilisateurs. Donc, l'idée, c'est, puisque ça dit « Bonjour le monde », je veux qu'ils disent « Bonjour » et une des préférences utilisateurs sera votre nom. Ce n'est pas très utile, mais c'est pour cette démonstration. Donc, rajoutons une préférence, une user pref. Donc, on est parti. Vous ajoutez premièrement le nom avec lequel vous allez récupérer cette variable typée. Donc on va la définir comme username. Vous pouvez ensuite définir une valeur avec laquelle il sera affiché, donc nom d'utilisateur par exemple. Comme on l'a dit précédemment, un type de données. Donc un nom, ça va être tout bêtement une string. Et vous pouvez aussi spécifier une valeur par défaut. C'est-à-dire si l'utilisateur ne l'a jamais finalement été dans les settings et n'a jamais rentré son nom, vous ne voulez pas afficher juste hello. Donc, vous pouvez définir une valeur par défaut, hello master. Donc voilà,
pas mal. Donc là, ça y est. Si je lance mon gadget, tout de suite, j'irai dans les settings de ce gadget et je verrai nom d'utilisateur. Je pourrai taper un mot, il sera automatiquement sauvé, etc. Bon, maintenant, il faudrait pouvoir l'utiliser. Ça serait plus sympathique. Donc, très simple. On va enlever les caractères gras, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, jusque-là, tout le monde saisit. Vous arrivez à lire à peu près? Pas trop de problème? OK. Donc on affiche hello et on va récupérer la variable utilisateur username et l'afficher à la suite de ce hello. Donc un petit peu de JavaScript. Très simple. On instancie des préférences iGoogle. Si je mets new, ça marche mieux. Jusque-là, rien de spécial. Et maintenant, je récupère mes variables. C'est très Java style, getString, getInt, getBool, etc. En passant le nom de la variable à récupérer, qui est déclarée un petit peu plus haut. Et finalement, je l'affiche. Voilà. C'est assez clair, je pense. C'est finalement un exemple assez simple. Donc maintenant, on va essayer de le faire marcher pour que je vous montre vraiment la boucle complète. Donc je l'ai sauvé sur mon desktop sous le nom gadget GDD. Donc je vais l'ajouter. Il faut que ce gadget soit accessible quelque part sur le web. Donc je vais le mettre sur les Google Pages. Je ne sais pas si vous utilisez, j'utilise ça souvent, c'est sympathique. Donc on va le rajouter. Ok, très bien. Donc maintenant, on ne voit pas la location bar. Je vais récupérer l'adresse de mon petit gadget. Donc voilà, j'ai le link location, très bien. Je retourne dans mon iGoogle. Et je vais ajouter du stuff, on va ajouter des choses. Et vous notez qu'ici, je peux ajouter par URL. Donc soit je peux cliquer sur les petits boutons ajouter ces gadgets, mais ce gadget que je viens de créer devant vous, je ne l'ai pas publié, donc il ne fait pas partie de l'annuaire. Il y a tout un mécanisme d'inscription et aussi manuellement, les gens de Google vérifient que les gadgets qui sont envoyés sont corrects, etc., etc. Donc ça prend un certain temps. On n'a pas le temps, mais donc je peux l'ajouter directement par URL. Alors Google Page, des fois, ne marche pas. On va espérer que ça marche. Je l'ajoute. Si ça marche, Google va me demander, magnifique. Vous prévient que c'est un gadget qui n'a pas été revu par Google, donc potentiellement, il peut y avoir des choses pas bien. On est tout à fait OK avec ça. Voilà, le gadget a été ajouté. Si je retourne à ma page, Hello Master, la variable par défaut. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller dans les settings. Nom d'utilisateur, comme on l'avait bien décrit. David. Sauver. Et voilà. Très simple. Ça marche presque à tous les coups. De la même manière, je pourrais continuer à rajouter des checkbox, etc. Mais pour des raisons de temps, je pense que vous avez de toute façon compris l'idée. Donc, c'est un gadget un peu bébête, mais on peut vraiment... Le gros intérêt, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut récupérer une URL et de suite l'encapsuler dans un gadget. C'est assez performant. Alors, par exemple, j'avais fait un petit exemple. Une de mes grandes passions, en tout cas il y a quelques années, c'était l'Amstrad CPC. Donc, je ne sais pas s'il y a des gros fans d'Amstrad CPC dans la salle, mais j'en suis un. Et si vous faites des recherches, alors par exemple Longshot, c'est un des meilleurs, enfin en tout cas à l'époque, c'était un des meilleurs demo makers sur Amstrad CPC. Donc forcément, si vous cherchez Longshot sur Google, vous trouvez tout plein de choses. Alors là, je suis en anglais, mais si je changeais et que je le mettais en français, ça serait aussi dramatique. Je ne trouve pas du tout de résultats à propos dans le contexte de l'Amstrad CPC. Donc ce que j'avais fait un jour, j'avais fait une petite page qui doit être par là, ça doit être... Ah non, c'est CPC Search. Non, c'était ça. Donc voilà. J'avais fait une petite page. Donc c'est une page qui, quand je vais taper maintenant Longshot, ça va chercher dans le contexte de certains sites web dédiés au CPC. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un des produits Google qui s'appelle Google Co-op. Et dans Google Co-op, à l'intérieur, il y a une partie qui s'appelle Custom Search Engine. Pour faire très simple, vous pouvez définir des sites web que vous voulez inclure, des sites web que vous voulez exclure dans votre recherche.
pour faire très simple. Ça peut être un peu plus compliqué que ça. Donc là, très facile, j'ai ajouté quelques sites web que je visite de temps en temps. Bon, ça c'était plutôt sympathique. Maintenant, l'ajouter dans un gadget, ben, on va voir, ça devrait marcher assez simplement. Je copie cette URL, d'accord? Je retourne dans mon Scratchpad que je cherche. Voilà. Et alors, si tout marche bien, je n'ai plus besoin de déclarer de contenu. Je vais déclarer un type URL, passer l'URL de ma page web, fermer le content, et si ça marche, c'est pas magnifique? Voilà, on a un gadget, et on peut y aller. Par exemple, CC4, Google ne sait pas du tout ce que c'est, mais c'était le Croco Channel 4, c'était une grosse convention de CPC il y a un mois. Si vous tapez CC4, maintenant, vous le trouvez. Donc c'est plutôt sympathique, c'est un gadget, vous pouvez le distribuer, tous les anciens utilisateurs d'Amstrad CPC pourront l'ajouter. C'est plutôt sympa. Si vous tapez des choses comme démo par exemple, pareil, notez les petites tabs en haut. Vous pouvez rajouter ce Google Co-op vous permet d'ajouter plusieurs types de search, book search, blog search, etc., etc. Donc plutôt sympathique. Donc voilà vraiment devant vos yeux 4 lignes de code et un gadget plutôt intéressant à créer. Retournons à notre présentation. Donc voilà, c'est un peu plus long que 30 secondes, mais le premier a pris 30 secondes vraiment. Page d'accueil, vous pouvez y aller, il y a toutes les explications sur ce que je viens de faire, ici. Un mot sur les API. Donc un des autres intérêts d'utiliser, de créer des Google Gadgets, c'est qu'il y a beaucoup d'API disponibles. Donc toutes les choses un peu lourdes à écrire en JavaScript, on a essayé de créer des librairies qui prennent en charge tous ces aspects un peu compliqués et pas vraiment sexy. Il y en a plus que ça, mais là par exemple on vous montre créer des tabs dans votre gadget. C'est vraiment très simple. New tab, ajoute content en gros. Flash. Vous avez déjà un gadget créé en Flash et vous voulez le distribuer sur notre réseau de distribution, l'annuaire Google. Vous pouvez l'encapsuler. On y reviendra plus tard. Vous verrez comment pouvoir l'encapsuler. Une ligne. Dynamic height. Ça peut être intéressant quand vous voulez que votre gadget se resize en fonction du contenu qu'il y a à l'intérieur. Les mini-messages. Sont assez explicites. Et Analytics, donc je ne sais pas si vous utilisez Google Analytics, mais c'est assez puissant. Bon moyen de savoir qui utilise votre gadget, d'où, etc., etc. Une fois que vous publiez votre gadget, comme vous le verrez, vous avez quand même déjà quelques données, le nombre de pages vues, etc. Mais avec Google Analytics, vous aurez des rapports dans tous les sens, 150 rapports disponibles, etc., etc. Très simple, ça sera une ligne aussi. Comment utiliser ces librairies? Une petite ligne et on a terminé. C'est un peu l'équivalent de include en C ou import en Java. Hein. Terminé. Donc là, il y en a d'autres. Je n'ai pas le temps de rentrer en détail dans toutes. Donc voilà. Rentrons maintenant dans la presque dernière partie, les quelques techniques. Donc justement, ça tombe très bien, on était en train d'en parler. Insérer du flash en général, j'ai un petit peu exagéré. Ajouter du flash, c'est un petit peu complexe. C'est pas facile à maintenir dès que vous voulez changer un fond d'écran ou quelque chose comme ça. C'est un peu rebutant. Voilà. L'insérer avec les Google Gadget API, une ligne. C'est assez simple à comprendre finalement. Très facile. Donc au lieu d'avoir ce gros pavé, une petite définition ici. Vous pourriez Pourquoi utiliser finalement Flash par rapport à Google Gadget? Certaines personnes nous le demandent en général. Par exemple, je ne connais pas Flash, donc je suis un peu biaisé. Mais si vous connaissez Flash, l'API Gadget a toutes ces librairies, donc c'est plutôt sympathique. C'est ouvert, donc si un jour un autre développeur veut modifier le code, c'est souvent plus simple que de modifier du Flash. Mais dans tous les cas, il y a une énorme bibliothèque d'objets Flash déjà présente. Donc voilà une manière très simple de les réutiliser tels quels. Analytics et statistiques. Donc voilà, très bien. Voilà un snapshot de ce que je vous disais. Une fois qu'un gadget est publié dans notre annuaire, vous pourrez aller le voir et vous verrez de suite le nombre de pages vues par semaine.
Voilà, c'est Google Maps, donc forcément 6 millions de pages vues par semaine. Mais c'est déjà pas mal. Donc sans rien faire, vous pouvez déjà savoir combien de gens ont vu votre gadget. Mais en deux petites lignes, voilà, c'est assez simple. Vous pourrez avoir, je ne vais pas vous faire un cours sur Analytics, si vous l'utilisez, vous savez à peu près de quoi je parle. Mais en gros, un appel. Le premier paramètre, c'est l'équivalent du login, en gros. Le deuxième paramètre, c'est l'URL sur laquelle vous voulez voir l'utilisation de votre gadget dans vos rapports. Et voilà, terminé. Vous aurez l'origine de la personne qui a cliqué sur votre gadget. Vous aurez le nombre de vues par semaine, tout plein de choses. Les gens qui utilisent Firefox, les gens qui utilisent AI, tout ça est compris dans Analytics. Donc, ça peut être sympathique. Voilà une partie aussi très intéressante. Beaucoup de gadgets, finalement, et d'ailleurs de plus en plus, je dirais, pas simplement que les gadgets, c'est prendre du contenu déjà existant, le reformater, prendre un autre contenu, faire un mix. Les gens font beaucoup ça quand même maintenant. D'ailleurs, Mashup, tout ce genre de choses. Très bien. Et bien, les Google Gadgets vous mettent des librairies aussi à votre disposition. Apparemment, Patrick disait que 2007 serait l'année de l'atome, donc je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un parseur RSS intégré. Vous n'avez même pas besoin d'inclure une librairie, c'est par défaut. Il génère du JSON ou d'autres choses, on va le voir un petit peu. Donc très bien, plutôt que de manipuler du texte pur et dur, vous pouvez avoir des beaux objets avec des getters et des setters. Donc voilà les 3 méthodes disponibles. Il y a beaucoup de choses à lire, mais en gros, donc 3 méthodes. Soit vous récupérez un objet JSON, très facile à lire. Soit vous récupérez du XML, parce que peut-être la forme dans laquelle la forme des données que vous récupérez ne se prête pas bien à du JSON, donc très bien, là vous aurez du XML et vous avez juste à parcourir la DOM. Soit ça n'est même pas du fichier XML, c'est du texte, du HTML, ce genre de choses. La dernière méthode, Fetch Content, ça récupère du texte, point. À vous de savoir en quelle forme est ce texte, donc ça peut être utile aussi. Je pense que les signatures sont assez simples, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà un petit exemple. Donc JavaScript, celui-ci récupère un objet JSON, si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est? Vous le voyez? Je le vois pas. Ok, exactement. Donc on récupère, en plus on génère de l'atome. Ah d'ailleurs celui-ci, je crois que il marchait même en... Ah non, je peux pas. Ok, si vous copiez cet exemple, vous avez juste à copier ce source code. Je pourrais retourner dans mon petit bloc-notes. Tout marcherait très bien. Ce que vous voyez en bas à droite, le petit snapshot, pourrait être régénéré aussi simplement. Donc un exemple assez simple. Je récupère une entrée, je récupère un objet, j'itère sur les entrées et j'affiche les 3 premières ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Récupère les 3 entrées. L'URL que vous voyez en bas, c'est Google News. Vous mettez une fonction de retour callback qui est là-haut, qui va récupérer un objet. 3, nombre maximum d'entrées. En revanche, le dernier paramètre, je dois vous avouer que je ne me souviens plus ce que veut dire le true. Merci. Internationalisation, donc très, très important. Le français est la plus belle langue du monde, mais il faut penser à ceux qui ne la parlent pas. Donc, assez simple aussi, il y a toute une architecture qui vous permet d'utiliser des catalogues. Donc voilà par exemple notre Hello World, si je me souviens bien. Où est-ce qu'il est le message? Bonjour monde, Hello World en japonais. Très facile, donc vous définissez des noms de messages préfixés par message underscore, comme vous le voyez là-bas. Et ensuite, vous rédigez des petits catalogues, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et les gadgets affichés, en tout cas les gadgets affichés où que ce soit, utiliseront automatiquement le catalogue qui est le catalogue requis, donc selon que la personne soit au Japon ou en France, avec un explorateur, un browser avec les préférences mises en français ou en japonais. Le bon catalogue sera utilisé, vous n'avez absolument rien à faire. Sauvegarde d'état. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure, le data type hidden. Une bonne raison, par exemple, de l'utiliser, c'est il y a quelqu'un qui avait fait un petit gadget, juste un notepad. Donc finalement, le texte qu'on écrit, là, ce n'est pas vraiment un settings, il faut juste pouvoir le sauver quelque part. Où est-ce qu'on peut le sauver? Dans une préférence utilisateur. C'est un petit peu, peut-être ça ne sonne pas vraiment correct, mais c'est comme ça qu'on le fait. On déclare cette préférence utilisateur cachée. Donc, je crois qu'on a le code. Voilà.
Donc le code, c'est un petit peu la même chose que vous avez vu auparavant. Bon, il y a du CSS, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a quelque chose de nouveau. Hormis le fait qu'on a une préférence utilisateur cachée, on a aussi une librairie setpref là-haut qu'on va utiliser. Et donc, ce que j'ai fait tout à l'heure devant vous, c'est que j'ai lu des préférences, mais vous pouvez aussi écrire des préférences. Donc pareil, j'instancie un objet igpref, mais là, au lieu de faire un get string ou quoi que ce soit, je fais un set. Text, c'est le nom de la variable. Le petit underscore JIL. Alors là, pour les gens qui ont déjà utilisé Google Gadget, peut-être vous savez, mais Google Gadget a fait des compressions de noms de méthodes. Donc par exemple, ceci, c'est le getElementByName, apparemment. Et les getElementByID, ça sera le GID, etc. Donc ça raccourcit un petit peu le code. Donc voilà, moyen très simple de sauvegarder la petite note que la personne a écrite là-bas dans la variable note. Caching. Voilà encore une partie assez intéressante. Ce qui se passe, c'est un petit peu rigolo finalement, c'est que maintenant, avec le fait que des personnes créent des gadgets et récupèrent du contenu sur d'autres sites web, le problème, c'est ce qui se passe, c'est que ces gadgets vont devenir peut-être très populaires et d'un seul coup, le serveur distant va voir son trafic vraiment augmenter. Donc peut-être ils ne seront pas contents, peut-être ils vont changer l'image, etc. Donc pour être sympa, vous pouvez cacher finalement pas mal d'objets, vous pouvez cacher des images, des URL. Le XML est caché par défaut. Donc on vous fournit quelques méthodes, elles sont en bas. Quelques méthodes, getImage et getCached.url. Je ne vais pas vous lire la slide, je vais plutôt vous montrer un exemple de code. Donc voilà. Voilà comment, plutôt que de récupérer à chaque fois l'image depuis domaina.com ou l'élément flash depuis mydomain.com, voilà comment le récupérer. Si vous utilisez, il y a un petit plugin pour Firefox pour regarder les headers HTTP. Si vous créez un gadget comme ça et que vous regardez dans vos HTTP headers et que vous affichez le gadget 2 fois, vous verrez que la première fois, il y a une requête qui part là-bas, la deuxième fois, non. Donc ça, c'est plutôt sympathique, surtout quand votre gadget sera vu par des millions d'utilisateurs. J'y reviens. Le plus Google de tout à l'heure, très important, très important, oui, c'est assez important finalement. Comment distribuer vos gadgets quand vous les affichez quelque part, surtout si ce n'est pas dans l'annuaire, parce que l'annuaire automatiquement par défaut mettra ce petit bouton. Mais si vous mettez votre gadget dans une page web, etc., pensez à rajouter ce petit plus Google. Pour les personnes moins techniques, ça sera une manière très simple d'ajouter ce gadget dans leur iGoogle. Donc comment vous faites ça? Très, très simple, vous utilisez Fusion, notre serveur Fusion. Les deux exemples en bas, sympathiques aussi, je vous disais tout à l'heure, on peut passer des paramètres utilisateurs prédéfinis. Donc par exemple là, dans le gadget, le deuxième, module URL datetime.xml, en regardant juste cette ligne, on sait qu'il y a une préférence utilisateur qui s'appelle up_color et on la met automatiquement à la couleur pink. Donc voilà un moyen aussi sympathique de faire. Vous pouvez créer plusieurs gadgets selon que vous voulez distribuer un gadget sur un site commercial peut-être, sur un site pour développeurs. Vous pouvez automatiquement sélectionner des préférences utilisateurs selon le contexte. Donc, ajouter vos gadgets à l'annuaire de iGoogle, ça c'est, je dirais, presque la première chose à faire. C'est sûrement la manière la plus simple de distribuer vos gadgets. En plus, on gère tout le hosting, toute la bande passante, etc. Donc, finalement, c'est sympa. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, très important. Les métadatas, à ce moment-là, essayez d'utiliser tout ce que vous pouvez. Il y a même un métadata, un snapshot peut-être de votre gadget, une photo de vous, enfin, etc. etc. Alors, essayez de soumettre le maximum de détails. Si c'est un gadget simplement en français et pas en d'autres langues, etc., vous pouvez spécifier tout plein de choses là-dedans. Donc très facile. Et vous avez des termes et conditions à lire. Bon, pas grand-chose. Ensuite, une équipe de Google va aller regarder ce gadget, va l'évaluer, s'il est approuvé, poum, automatiquement il va dans notre directory. Et c'était ce que j'avais tout à l'heure d'ailleurs. Donc on se retrouve ensuite, je l'ai quelque part. Donc voilà. Vous vous retrouvez là-dedans et vous faites un gadget, je ne sais pas, à propos de Java. Voilà. Les gens le trouveront très facilement et automatiquement pourront l'ajouter dans leur page. Donc,
Vraiment, je pense que c'est la première chose à faire. Ça prend 5 minutes. Il faut créer un compte, mais bon. Troisième, je dirais, technique de distribution. Bon, là, envoyez les gadgets à vos amis. Ça ne mange pas de pain. Par défaut, tous les gadgets ont un petit envoyer à un ami bouton là-haut. Donc automatiquement, ça vous ouvrira une petite fenêtre. Si vous avez un compte Gmail, c'est ce que vous verrez. Donc, tant qu'à faire, pourquoi ne pas les envoyer et favoriser le bouche à oreille? Donc voilà, pour en savoir plus, vous avez tout plein de liens. Certains sont en français, certains sont en anglais. Je vous laisse les regarder, mais de toute façon, tous sont accessibles depuis la première URL. Alors, je vais finir par... donc, c'est pas très très intéressant. Enfin, c'est une personne qui pense que 2006 était l'année des social networks et pense que 2007 et YouTube bien sûr. Il pense que 2007, ce sera absolument tout, ce sera les gadgets, la personnalisation, etc. Donc je ne sais pas si vraiment c'est vrai, je l'espère. Donc l'article s'appelait quand même l'année du widget, l'équivalent de gadget. Mais ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde est vraiment connaît Newsweek, c'est l'équivalent à peu près, je dirais, de l'Express, Le Point. Donc c'est pas vraiment une audience très très technique. Le simple fait qu'il y ait tout un article à propos des gadgets, je pense que c'était déjà une bonne indication du succès des gadgets. Je suis dans les temps, donc tout va bien. Maintenant, on va ouvrir les questions. Dans votre exemple avec le Notepad, est-ce qu'il y a une limite dans la quantité de formation pour expliquer dans les conférences? Oui, si je me souviens bien, je crois que c'est 65 536, c'est quelque chose comme ça. C'est clairement défini dans les API, mais oui. Et c'était simplement du texte aussi, c'était même pas du rich text, c'était du texte. Pour l'instant, les datatypes je crois que je vous en ai montré 8, c'est à peu près tout ce qu'on a. J'ai vu une autre main. Une gestion des versions des gadgets. Est-ce qu'il y a une gestion des versions des gadgets et typiquement quand on fait une évolution d'un gadget, est-ce que les gens sur leur homepage sont automatiquement mis à jour? Est-ce qu'ils sont notifiés? Est-ce que c'est revalidé par Google? Alors, bonne question, mais il n'y a pas de gestion de version vraiment. Si peut-être vous faites référence à l'API d'AdWords qui a tout un système de versionning. Non, il n'y a pas de version. Donc quand vous modifiez votre gadget, il faut le republier dans iGoogle. Puisque potentiellement, on ne sait pas ce que vous y avez fait. Vous avez peut-être modifié une ligne, mais peut-être vous avez mis des images qu'il ne faudrait pas montrer, ce genre de choses. Donc non, on est obligé de tout revalider. Si vous ne publiez pas sur iGoogle, bon là je dirais, on n'a pas grand-chose à faire. Si vous mettez votre gadget sur votre site web, c'est un petit peu à vous de gérer la sortie de nouvelles versions. Donc non, on ne fait pas... Il n'y a pas... Monsieur. Je repose ma question sur Oui, sur la sécurité. Donc ce serait un long sujet. Ce serait un long sujet. Donc, comme il y a, je ne vais pas vraiment m'étendre là-dessus, mais comme c'est finalement du JavaScript, je dirais que c'est finalement, on est un petit peu on autorise le JavaScript, on est un petit peu dépendant des failles de sécurité de JavaScript. Donc, c'est pour ça que l'inline, je ne crois même pas que vous pouvez soumettre un gadget inline dans notre annuaire, parce que on sait qu'il peut y avoir des problèmes. Il n'y a pas encore eu de problème maintenant. En fait, on a même des très bonnes utilisations. Par exemple, il y a un gadget développeur. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais il y a un gadget développeur qui vous permet de dire, voilà, ce gadget ici, ne le cache pas, ce gadget ici, cache-le, etc. Quand vous débuguez, très intéressant, parce que tous vos gadgets sont cachés, impossible donc quand vous essayez plusieurs versions, à chaque fois, il faut aller dans le cache, l'effacer, etc. Mais si vous avez un exemple précis de faille de sécurité. Pour les gadgets qui ne sont pas déclarés inline, qu'est-ce qui empêche d'accéder au DOM? Qu'est-ce qui bloque la remontée dans le DOM de la page pour accéder aux autres gadgets? Vous êtes dans une iframe. Ouais. Les iframes sur le même domaine? Pas forcément, non. Non, pas. Donnez-moi votre. Vous avez sûrement un exemple. Je n'ai pas d'exemple précis, mais entre iframes sur un même domaine, on n'a pas vraiment une barrière de sécurité très forte. On peut quand même accéder. C'est vrai. Remarquez, si vous êtes sur le même domaine, je ne vais pas essayer d'être trop philosophique, mais si vous êtes sur le même domaine, vous avez créé et le site web et le. Enfin, la personne qui a mis le gadget sur votre domaine est la même personne, enfin le webmaster peut-être a dit OK à votre gadget, donc j'ai pas encore entendu un problème comme ça, mais pourquoi pas, c'est intéressant. D'autres questions? Oui,
Pardon. Le iframe en question. Toutes les questions auront des t-shirts Google New York, en fait. J'ai oublié de vous le préciser. J'en ai encore 10, pas plus. Moi, j'avais 2 questions. Je vois pas la... Pardon. J'ai déjà un t-shirt, ça ira. Oh ouais, faut pas exagérer non plus. Le iframe pointe sur un site de Google ou sur le site Target, c'était la première question. Et la deuxième question, c'était quel est le lien entre les gadgets de Google et les technologies concurrentes, type Nevide ou autres, qui cherchent plus ou moins à offrir des services un petit peu similaires et à intégrer, avoir éventuellement des API différentes, et qu'on essaie un petit peu de marier les composants pour l'un et pour l'autre et tout mélanger. Quelle est l'approche de Google par rapport à ça? Donc l'approche de Google, c'est... Vous savez, Google, finalement, en fait, il se passe qu'il y a beaucoup de choses que font Google que d'autres gens font, finalement. Mais finalement, ça arrive à d'autres compagnies. Donc là, oui, NetVibes font quelque chose d'un petit peu similaire. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle Google se met à faire des gadgets. Ce qui s'est passé, c'est que avec Google, les PSP existent déjà depuis à peu près 1 an et demi, en tout cas, au moins aux États-Unis. Et ça a été une demande très très forte. Les gens voulaient rajouter des petits modules, ce qui s'appelait des modules à l'époque. Donc c'est comme ça qu'un petit peu est né le gadget. Il n'y avait pas d'API, c'était un petit peu plus compliqué à créer. Mais on a eu beaucoup de demandes. Donc finalement, on a écouté nos utilisateurs. Je crois que c'est Larry ou Sergey, un de leurs grands mots, c'est écouter d'abord les utilisateurs et tout le reste suivra. On a eu beaucoup de requêtes à propos des gadgets. On a fait des gadgets. Donc maintenant, vous pouvez voir ça comme une offre diversifiée. Vous avez plusieurs moyens de créer des gadgets et de les distribuer. Je dirais qu'on n'a pas une approche particulière, on n'a pas une approche compétitive. On pourrait imaginer que vous offriez un gadget qui a pour vocation d'intégrer les gadgets des concurrents, par exemple. En tout cas, pas pour le moment. C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Donc, on peut imaginer certainement beaucoup de choses, mais... Et est-ce qu'il existe une API pour AdSense? Une API pour... Très bonne pour question. Afficher de la pub dans les... Je ne devais pas vraiment en parler parce que ça aurait été un autre sujet, mais une fois que vous avez créé des gadgets, si vous voulez finalement un autre intérêt à créer des gadgets, c'est que, alors je ne sais pas non plus si c'est disponible en ce moment en France, mais ça se lance tout doucement aux États-Unis. On va utiliser ces gadgets pour créer des pubs dans le réseau AdSense, dans le réseau de contenu. Donc ça, c'est plutôt sympathique aussi. Il y avait ceux qui viendront me voir plus tard un petit peu, je pourrais leur montrer un exemple on a un exemple pour Pizza Hut, donc plutôt que de voir une petite pub avec une image, cliquez ici et aller sur mon site web, on a tout le petit menu, vous pouvez sélectionner vos pizzas, sélectionner ce que vous voulez dessus, etc. Intégrer avec Google Checkout directement à partir de la page même, par exemple du New York Times, s'il y a un article sur les pizzas. Donc c'est très, 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 très puissant aussi. Et le gadget marche, vous n'avez rien à changer, vous le soumettez. On me fait des signes ou c'est bon? Non. Vous êtes les prochains, pardon. Quand vous parlez de Google, qui sont utilisables par Mac OS X, Vista, tout ça, les gadgets sur ce système ont un système de préférence bien à eux. Comment ça se passe en fait quand on les met, quand on met un Google Gadget chez Vista par exemple? Donc, je suis passé assez rapidement dessus. Et il y a une bonne raison, c'est que pour l'instant, il ne marche pas directement comme ça. Vous ne pouvez pas plugger vos gadgets sous macOS ou sous Vista. Mais il y a déjà des petites applications qui vous permettent de les... Donc en fait, c'est elle qui gère l'interface entre eux. Voilà. C'est un petit peu comme le système de Portlet. Il y a la Portlet qui gère... Quand on travaille pour un client qui veut un gadget pour toutes les plateformes, on est quasiment obligé d'en faire un pour Vista, un pour macOS, etc. Ces petites applications permettent de le faire pour des widgets ou gadgets compliqués ou seulement sur des trucs simples? Parce que quand on arrive dans des systèmes compliqués, je suppose que ça doit... Absolument. Je n'ai pas vraiment besoin de développer, oui, tu as tout à fait raison. C'est un petit peu on est dépendant, un gadget très compliqué potentiellement ne pourrait pas... Mais dans le futur, ce que Google a pour ambition justement de pouvoir faire quelque chose d'universel. Dans le futur, on voudrait que tout le monde utilise les Google Gadgets, Windows, Mac. On a une bonne relation avec Apple, pourquoi pas. Ça pourrait être envisageable, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. D'accord, merci. Il y avait 2 questions, ça fait un petit moment là. Simplement, on avait parlé d'un concours de gadgets tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez revenir dessus? Je finirai là-dessus, on me l'a dit, d'ailleurs il ne faut pas que j'oublie. Quelles sont les prochaines grosses évolutions de gadgets? C'est une bonne question. Quelles sont les prochaines évolutions? Honnêtement, en ce moment, ils ont été un petit peu victimes de leur succès. Je connais assez bien l'équipe d'ingénieurs. Ils ont été un petit peu victimes de leur succès.
Ils n'avaient pas prévu que ça marche aussi bien. Donc je ne sais pas s'ils ont une énorme évolution tout de suite en tout cas. Ils ont d'autres problèmes bassement et purement techniques. Je ne connais pas une grosse évolution, un gros scoop ou quelque chose comme ça que je pourrais te dire là de suite. Voilà, ensuite, moi, c'était par rapport, donc là, vous avez surtout parlé de iGoogle, mais vis-à--vis de Google Desktop, qui est quand même, bon, je pense, l'application qui utilise les gadgets la plus évoluée, on va dire, pour ça. Est-ce qu'il va y avoir une unification entre les deux? Je pense par exemple au format qui est utilisé, les .gg. Là-dessus, est-ce qu'il va y avoir une unification qui permettra de développer sous Google Desktop via le Desktop SDK et de propulser dans un format spécifique vers iGoogle ou Vista, macOS? Alors c'est difficile. Est-ce que tu as déjà développé un Google Desktop? Un Oui, gadget pour j'ai Google déjà Desktop. commencé à faire. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont peut-être pas essayé, quand vous développez un gadget pour Google Desktop, ça peut être très 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 complexe. Et c'est pas seulement du HTML et du JavaScript. Ça peut être aussi complexe que vous le voulez. Mettre un gadget qu'on appelle, je crois, universel, qui vient de iGoogle dans Google Desktop, ça se fait comme une lettre à la poste. L'inverse, en revanche, c'est beaucoup plus difficile. Et automatiser un Google Desktop compliqué vers iGoogle, c'est pas vraiment à l'ordre du jour, parce qu'il y aurait quand même pas mal de challenges. Donc, si vous avez créé un Google Desktop, un gadget pour Google Desktop, il y a simplement JavaScript, HTML, forcément tout va bien. Mais si vous avez commencé à utiliser Gigi, etc., non, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour non plus. Oui. Est-ce qu'il est compliqué d'ajouter un gadget sur un autre site web que iGoogle? Ah non, vraiment pas. J'avais quelques exemples. Bon, enfin, viens voir après, je te montrerai, c'est vraiment... Quelqu'un a parlé. Oui, dans un blog, typiquement, c'est vraiment quasiment copier 4 lignes de code, les rajouter dans... Avec Blogger, je crois que c'est évidemment encore mieux intégré. Je crois qu'il y a même un ajouter gadget. Dans les Google Pages, je n'ai pas vraiment parlé de Google Pages, mais c'est une manière pour les gens qui ne savent pas écrire du HTML, en gros, de créer leur page web. Pareil, vous ajoutez un gadget avec trois clics. Mais non, vraiment très très simple. D'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de développeurs, au début, distribuent leur gadget, puisque ça prend un certain temps d'avoir son gadget approuvé et faisant partie de l'annuaire. Donc, tu viendras voir après. J'ai un gadget qui est en fait un player audio en flash. Le problème, c'est qu'avec les tabs sur iGoogle, quand on change de tab, forcément, ça va couper l'audio vu que le contenu est rechargé. Ah oui. Est-ce qu'il y a une solution à ça ou est-ce qu'on peut le passer en inline et l'insérer quelque part? Comment question. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, je vois pas de solution immédiate là, pour être honnête. Ouais, je vois le problème. Non, j'ai pas de solution sous la main, pardon. Malheureusement, non. Utilise les tabs de Gadget API et refais ton player. Ah oui, mais ton player est en flash. Ouais. Non, j'ai pas de solution, désolé. Ouais. C'est discuté d'ailleurs, enfin, l'histoire des tabs, et si vous allez un petit peu lire les forums, les tabs c'est très bien parce que c'est facile, mais ça d'autres problèmes. Bon. Tu viens d'en définir un. Monsieur. Oui, est-ce que les gadgets sont les mêmes en France, en Chine, en Amérique, ou est-ce qu'il y a des gadgets Donc on essaye d'utiliser vos catalogues. Donc si vous avez très important d'avoir des catalogues, plus vous avez de langues, plus vous avez de chances d'être distribué. Si vous avez un gadget qui n'est qu'en français, qui ne définit qu'en français, est-ce qu'on va le distribuer? Ça change assez souvent. Est-ce qu'un Chinois va pouvoir le mettre sur son site? Est-ce qu'il va, s'il le trouve, oui, il pourra le mettre. On ne va pas le bloquer. Mais est-ce qu'il le trouvera dans l'annuaire? C'était plus ma question. Si vous n'avez pas défini je pense que oui, il apparaîtra, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un classement. Un petit peu comme les recherches naturelles, il y a un classement qui s'opère. Donc il y a tout plein de paramètres dans le classement, mais un des paramètres, c'est est-ce que vous avez le catalogue de la locale en cours. Donc peut-être que votre gadget fait partie de l'annuaire, même en Chine, mais en fait, il est tellement poussé vers le bas que c'est difficile de le trouver. Donc il y a un annuaire international, ça existe. À l'annuaire, enfin... Au plus bas niveau, c'est la même base de données, oui. Au plus bas niveau, c'est la même base de données. Mais on essaye...
mais on essaye de monter selon le pays dans lequel la recherche est faite, on essaye de mettre les gadgets localisés en avant. D'accord. Et dans l'annuaire, il y en a combien à peu près en ce moment? Pardon? Il y a combien de gadgets dans l'annuaire en ce moment? Oh là là, dans les gadgets, voilà la question piège. Il y en a des milliers, des 300 000, milliers. 400 000, 3 millions? Je n'ai pas de chiffres, J'essaierai je vous donnerai ma carte, on essaiera de vous trouver un chiffre si c'est quelque part. Est-ce qu'il y a une intégration mobile prévue, je pense à J2ME, mais aussi à l'iPhone Mobile, donc, avec qui vous travaillez? En fait, mobile, honnêtement, il y a une intégration, c'est quasiment intégré à partir du moment où vous avez tu vois ce que je veux dire? Plus intégré, pas juste le navigateur. Plus intégré, c'est clairement sur la feuille de route, mais quand, je dirais pas que ça ne doit pas être de suite. Si vous avez Opera ou quoi que ce soit dans votre... ça marche de suite. Je pense que ça gagnerait à être plus intégré finement. Mais ça serait un petit peu finalement, ce serait des applications portables. Typiquement, une appli J2ME qui serait un wrapper d'un Google Gadget. Comme vous le savez sûrement, Google est très très impliqué dans les applications mobiles, donc c'est quelque chose qu'on voudra. C'est pas du tout sur la feuille de route. Immédiate. Apparemment, j'ai fini. Ok, merci. On me fait des essais. Voilà. Merci. Le son. Pardon, j'ai oublié le concours. Donc le concours, à partir de maintenant, vous avez un mois, il y a un concours qui vient de se lancer à partir de maintenant et jusqu'à dans un mois. Il y a un concours de gadgets, donc laissez libre cours à votre imagination. Le but est de créer un gadget qui fait absolument ce que vous voulez. On ne donne pas de ligne de conduite ou quoi que ce soit. Créez un gadget. Dans un mois, il y aura un vainqueur. Et ce vainqueur... premièrement, verra son gadget sur iGoogle et bien en haut pour que tout le monde le voit, et gagnera aussi un séjour à Zurich avec la personne de son choix pour aller discuter avec les ingénieurs de iGoogle. Donc c'est plutôt sympathique. C'est un concours international, donc vous êtes tous en compétition.